de méchante langue, mais bon, quand même, en tout cas, il a pris quand même la mesure du problème que soulèvent les agriculteurs. Il y avait une interview intéressante ce matin sur CNews, comme tous les matins, avec Sonia Mabrouk, celle de Christophe Guilluy. La crise vient de la France périphérique. Peut-être que cette crise va passer, mais elle ressurgira dans les mêmes territoires. On connaît les analyses percutantes de l'essayiste et géographe sur la France périphérique, Guillaume Bigot, dont il avait anticipé la révolte. Sommes-nous dans la France des métropoles contre la France périphérique dans cette crise des agriculteurs? Pardonnez-moi, j'ai changé ma question que j'avais prévu de vous poser, mais c'était pour vous taquiner un peu. Vous avez bien fait. Et en fait, ce qui a rendu célèbre ce géographe, très très avisé, c'est ce concept de France périphérique. Et il utilise cette grille de lecture en opposant effectivement la France périphérique, celle qu'on ne voit pas, mais qui est quand même composée des 2 tiers ou plus de la France, face à cette France qui a une sorte de monopole de la représentation des choses, qui est la France des grandes métropoles mondialisées. Et pour lui, cette révolte des agriculteurs, il la lit comme ça. C'est un nouvel épisode de ce soulèvement inéluctable, selon lui, de la France périphérique. Son nouveau livre s'appelle « Les dépossédés ». Comme les Gilets jaunes, les agriculteurs sont des dépossédés. Dépossédés de leurs revenus, dépossédés des moyens de gagner leur vie, et donc dépossédés d'une forme de dignité. C'est moi qui traduis cette fois-ci, je pense que c'est pas seulement on marche sur la tête, c'est on leur a marché sur la tête à eux. On marche sur leur tête. Et donc ils essayent, tous ces gens-là, de relever la tête. Et le pouvoir, que fait-il, explique Guilluy, et je pense qu'il a raison encore une fois, c'est qu'il agit un peu avec ses modes d'entreprise, le marketing, il essaye de segmenter. Il essaye de segmenter ces révoltes. Et oh, attendez, bon, ça ne représente pas beaucoup de gens, etc. Et en fait, Guilluy souligne, peut-être ça ne représente pas beaucoup de gens, il n'y en a plus beaucoup d'agriculteurs, 380 000, mais en attendant, eh bien, il y a des sondages après sondages. Là, le dernier, je crois que c'est RTL, Harris Interactive, explique que 82% des Français les soutiennent. Et on voit bien que c'est une majorité silencieuse qu'ils représentent, en fait, voire même l'idée d'intérêt général. Parce que par opposition, il y a cette France des métropoles, mondialisée, qui apparaît comme ça, comme le point de référence. Mais en fait, dit Guilluy, ces gens-là, déjà, sont isolés. Ils se sont auto-isolés, ils sont presque enfermés dans des métropoles citadelles. Ces métropoles citadelles qui, face à la colère des gueux des agriculteurs, est défendue par des blindés, dit-il, les blindés de la gendarmerie, c'est vrai. Et il dit, ils se défendent aussi à coups de blindés intellectuels. Et là, ça va faire plaisir à Mathieu, parce que pour lui, le blindé intellectuel de cette France des métropoles mondialisées, ça s'appelle l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, c'est un blindé intellectuel, c'est une arme blindée intellectuelle. Dès que la réalité dérange le narratif et la vision du monde de cette France des métropoles, ils sortent l'extrême droite. Ils extrême droitisent la réalité qui les dérange. Parce qu'en fait, ils sont un peu à part, il y a une espèce de séparatisme culturel, mais ils ont quand même, dit-il, un monopole de la représentation des choses. C'est eux qui écrivent le scénario. Et donc, c'est une domination, si vous voulez, culturelle, artistique, médiatique, sans contrôlent par exemple le cinéma. Donc ils se font leur cinéma à travers le cinéma qu'ils contrôlent. Et ce cinéma, bien sûr, il est plein de mondialisation, plein d'ouverture à l'Europe, plein d'ouverture à l'autre, plein de lutte contre le réchauffement climatique, plein d'inclusion, plein de migrants fantastiques, etc., qui sont les Victor Hugo de l'avenir. Enfin, voilà, c'est ça leur vision du monde. Et donc la révolte des agriculteurs, pour eux, Guilluy dit, mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment la révolte du réel face à cette représentation virtuelle des choses. Et cette révolte du réel, en plus, c'est la révolte de gens qui sont vraiment avec des contraintes énormes. Les contraintes climatiques, bien sûr, les contraintes du cours des matières premières. Et qu'est-ce que fait cette France virtuelle des métropoles européistes ? Eh bien, elle leur aggrave ce tableau. C'est-à-dire qu'elle leur colle des contraintes. Or, dit-il, et il a raison, cette France des métropoles mondialisées n'a qu'une obsession, c'est le no-limit des marchés. Eux, ils sont dans le no-limit, mais ils collent des limites aux autres en réalité. Et ça, c'est absolument incroyable. Si on prend juste l'exemple du poulet ukrainien, c'est exactement ça, c'est le no-limit mondial. C'est-à-dire que pour se donner bonne conscience, il y a quasiment un seul producteur, un seul oligarque dont la société est basée à Chypre, qui va inonder le marché européen de poulet. Voilà, comme ça, il y a des gens qui vont faire du business avec ça, des grandes entreprises, ils vont s'en mettre dans les poches et finalement, on va quand même coller des normes. Alors évidemment, ils ne vont pas manger ce poulet-là qui n'est pas très bon, mais noblesse n'oblige plus puisqu'ils n'ont plus de vision de la société.
Et en fait, on peut se dire qu'à toutes les époques de l'histoire, noblesse doit obliger. C'est-à-dire ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés partagent quelque chose en commun. Mais on le voit avec Mme Oudéa-Castéra, on le voit avec M. Papendiaï, on le voit avec les sénateurs qui s'augmentent. Les règles, c'est pour les autres, c'est pas pour eux. Bigot, Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, est-ce qu'il n'a pas bien compris ce risque de fracture de la société et est-ce qu'il n'a pas voulu s'adresser en priorité aux dépossédés dont parle justement Christophe Guilluy? Indiscutablement, il a dit des mots qui hier encore étaient interdits, on l'a dit, on peut le redire, souveraineté, sécurité, classe moyenne, Orozco référence, France, même il a osé parler de France, vraiment des mots qui sont censés apaiser la classe moyenne. Donc oui, il y a une prise en compte, c'est indiscutable. Mais Guilluy reste sceptique. Il reste sceptique, pourquoi? Alors il y a des mots quand même qui sont assez durs vis-à-vis de Gabriel Attal, mais il insiste pour dire que c'est pas Gabriel Attal le problème, c'est c'est pas lui la cause en réalité. Il est le symptôme de quelque chose, et il est précisément le symptôme de cette mentalité de cette France des métropoles mondialisées. Il dit, Gabriel Attal, c'est le produit de l'effondrement culturel et moral généralisé des classes supérieures contemporaines. Il incarne cette bourgeoisie contemporaine sans colonne vertébrale, qui distille la moralité, donc c'est dur, du vivre-ensemblisme, de l'écologisme et du féminisme dévoyé. Mais il dit, moi je ne doute pas de son intelligence par ailleurs, je ne doute pas de sa bonne foi par ailleurs, et lui, c'est pas le problème, c'est le symptôme d'une certaine façon de ça. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que finalement, le système est acculé, et il a sorti la carte d'une certaine façon de l'image. Et il dit, c'est pas le hasard qu'il ait sorti la carte de l'image et de la jeunesse, puisque le système, il croit à quoi? Au fond, il croit au bon plaisir au-dessus de tout. Et le système ne peut pas sortir de sa matrice, en quelque sorte, de son système autoréférentiel, du bon plaisir individuel. Et effectivement, quand j'ai repensé au discours de politique générale de Gabriel Attal, je me suis rendu compte qu'en effet, ça continuait à dérouler cette logique individuelle et qu'il n'y avait rien comme la société ou l'intérêt général. Prenons un exemple, cette histoire de oui, on va travailler sur l'émancipation des gens qui bossent pour dire la semaine de 4 jours, le télétravail, travailler plus à certains moments de la vie, moins à d'autres moments de la vie, mais on a l'impression que c'est un programme pour cadres de chez McKinsey en quelque sorte, quoi. C'est pour les cadres sup, c'est pas vraiment pour la France qui n'a pas le choix en fait. Cette affaire de démographie qui est quand même un problème d'intérêt général par définition, un problème vraiment très sérieux, comment il est abordé? Il est abordé sous l'angle de l'infertilité. C'est-à-dire qu'il est abordé sous l'angle de l'individu ou d'individu ou de couple qui subit cette souffrance. Et donc c'est sous l'angle individuel, mais en réalité, qu'est-ce que ça cache aussi, cette montée de l'infertilité? Le fait que les femmes commencent à avoir un enfant, le premier enfant très tard. Et en réalité, le gouvernement reste dans cette matrice individuelle, il n'ose pas dire aux femmes, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a une limite qui s'appelle la biologie. Donc, vous voyez, prenons le dernier exemple, l'autorité, ou le fait que, et Marx en était félicité, que les jeunes, par exemple, turbulents, on va les envoyer dans des pensionnats. Dit, s'ils le souhaitent. Donc, on reste dans la matrice de l'individu. On ne peut pas en sortir, il n'y a rien comme l'intérêt général. Et Guy lui dit, mais c'est pire que de l'égoïsme, c'est de l'égotisme, c'est du narcissisme, et ce système ne regarde que l'individu, les individus se regardent eux-mêmes, ils s'adorent, et c'est un peu Dorian Gray, et donc ça débouche sur quelque chose d'assez morbide, et sur un vide existentiel. Et il dit, Gabriel Attal, il est très sympathique, il est intelligent, mais en fait c'est la carte de la jeunesse, parce que cette société morbide est obsédée par l'image, est obsédée par la jeunesse, et en réalité, elle a essayé de sauver le pouvoir et de sauver le système avec une instagramisation du pouvoir. Alors toujours avec en filigrane cette crise agricole, est-ce à dire que les classes moyennes et les plus modestes auraient le monopole du cœur et que les plus aisés seraient forcément des égoïstes, immoraux? Comment refaire société? Pas du tout. Il n'y a pas de monopole du cœur et c'est pas le problème, dit-il, de la sincérité. Il a raison. C'est le problème de reconnaître l'autre et même reconnaître qu'il y a autre chose que des individus, quelque chose comme un intérêt général. Et je pense que sa réflexion est intéressante. Il se réfère à un concept forgé par l'écrivain anglais George Orwell, c'est celui de la décence commune. C'est pas que les gens favorisés ont moins de cœur, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les gens plus favorisés ont moins de cœur, c'est que les gens moins favorisés, dit-il, il y a des limites, très rapidement. Et ces limites, elles font que c'est ce que Orwell appelle la décence ordinaire, permet de maintenir les gens ensemble. Il dit, dans les
dans les milieux populaires où les gens évoluent sans filet de sécurité, souvent sans patrimoine, dans l'insécurité sociale, culturelle, parfois physique, la préservation d'une forme de décence commune n'est pas vécue comme un empêchement, mais comme la seule garantie de survie. Alors que dans les métropoles mondialisées, on bénéficie d'un monde dérégulé qui a pulvérisé toute notion de limite. La bourgeoisie dite progressiste considère que tout est possible, que ce qui est bien pour elle est bien pour l'humanité. Et dans ce contexte, l'idée de décence commune s'est perçue comme un empêchement, comme une limite de la liberté individuelle, et ça renvoie même à sa propre amoralité. Et vous voyez, la révolte des agriculteurs, elle doit être conçue, à mon avis, plus du tout comme la révolte de losers ou de gueule cassée de la mondialisation. La révolte des agriculteurs ou la révolte des gilets jaunes, c'est la révolte de la majorité silencieuse, c'est la révolte de la démocratie contre une tentation autoritaire de l'Europe, c'est la révolte du bon sens finalement contre la déconnexion, c'est la révolte de la raison contre la fuite en avant, c'est peut-être même la révolte de la vie contre la morbidité.